Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ce soir, pour la première fois de l'histoire biterroise, vous avez droit à une invasion normande en plateau. Je ne suis pas peu fière. Mais l'un des protagonistes est beaucoup plus connu que l'autre. Vous avez écrit plus de 15 ouvrages, vendu plus de 10 millions de livres, et vous êtes traduit dans 37 pays. Vos livres sont parmi les plus empruntés en médiathèque. Rien que chez nous, on est à plus de 3000 prêts sur vos ouvrages. Et, chose peu connue, vous avez accepté de donner votre nom à une médiathèque en France. C'est vrai, oui, j'ai une médiathèque à Gournay-en-Bray, donc ça c'est une petite commune que seuls les Normands peuvent connaître, dans le pays de Bray. Et donc oui, ils voulaient un auteur vivant, ils voulaient baptiser leur médiathèque du nom d'un auteur vivant. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle s'appelle la vôtre. André Malraux. André Malraux, bah, il n'est pas vivant. Non, il est mort, il est bien Il mort. était peut-être vivant quand vous l'avez baptisé. Et donc ils voulaient un auteur vivant, donc ils ont pensé à moi, et c'était plutôt bien d'avoir ça de son vivant, quoi. Voilà. Je suis pas sûr que Victor Hugo, par exemple, ait connu beaucoup de médiathèques. Non, très peu. Vous écrivez des romans policiers populaires à forte réalité sociale. Avec le temps, vous avez tissé une réelle complicité avec vos lecteurs. Vos romans sont structurés, vous passez de l'inexplicable à l'explicable, en étant rationnel, rigoureux et précis. Comment, en étant géographe, enseignant, chercheur, attrape-t-on le virus de l'écriture ? C'est la première question, c'est ça? C'est ça. En fait, non, je ne pense pas que j'ai attrapé le virus de l'écriture en étant enseignant-chercheur et en devenant géographe, puisque j'étais professeur de géographie à l'université. Je pense que j'étais d'abord écrivain, ou en tout cas, j'avais d'abord envie de raconter des histoires, et que ça m'a toujours tiraillé. Depuis, je sais pas, depuis que je me rappelle, en fait, depuis mes 6 ans, mes 8 ans, j'avais toujours eu envie d'écrire des histoires, d'inventer des histoires, d'inventer la suite des histoires que je lisais. Voilà. Et puis après, il se trouve que par les hasards de la vie, je suis rentré à la fac, et puis j'ai fait une fac de géo, j'ai fait une thèse, et puis je suis rentré comme universitaire. Mais il y avait toujours cette envie de raconter des histoires qui me tiraillaient. Et donc un jour, j'ai écrit un roman, et puis après, j'ai eu la chance d'être publié, et puis que évidemment, cette passion d'écriture prenne le pas sur tout le reste. Mais voilà, j'ai toujours eu envie de faire ça, même si je faisais partie de ces gens qui étaient très loin du milieu de l'édition. J'habitais un tout petit village en Normandie. Personne dans ma famille n'écrivait de livres ou n'était près du milieu de l'édition. Donc je ne savais même pas qu'écrivain, c'était un métier. Donc quelque part, je lisais des livres, j'avais envie d'écrire, mais jamais j'avais imaginé devenir écrivain. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit mon premier roman assez tard, et que de toute façon, il y avait comme ça une espèce d'idée comme quoi, de toute façon, oui, même si j'avais envie d'écrire, je ne le deviendrais pas. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui sont sans doute habités beaucoup plus tôt par cette idée qu'ils peuvent devenir écrivains, parce que, je sais pas, ils ont des gens dans leur famille qui sont écrivains, ou ils sont assez près, ou même des libraires, etc. Bon, moi, j'étais très loin de tout ça. Et est-ce qu'à votre avis, on peut être auteur sans être lecteur ? Parce que vous étiez un gros lecteur. Alors, je pense que, entre guillemets, à mon époque, donc là on va faire le côté un peu ancien combattant, je pense qu'à mon époque, donc on est dans les années 70, quand j'avais 10 ans, c'était pas possible, parce qu'on n'avait que la lecture pour s'évader, à part la télé éventuellement, mais il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Donc comme il n'y avait que la lecture, moi, pourquoi je lisais des BD, pourquoi je lisais des livres? C'était pour m'évader, c'était pour voyager, c'était pour lire des trucs de grands, pour lire des BD qui avaient un humour qui était décalé, qu'on voyait pas ailleurs. C'était pour partir en voyage. Enfin voilà. Donc c'était pour finalement m'échapper. Et il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait même pas de vidéo, etc. C'est vrai que, donc, du coup, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'en fait, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de supports. Ils ont la lecture, mais ils ont évidemment les films, ils ont Netflix, ils ont les séries, ils ont les jeux vidéo. Enfin, ils ont énormément d'autres offres d'imaginaire. Et je peux imaginer, moi, si j'avais été gamin aujourd'hui, j'aurais sans doute lu, mais j'aurais sans doute aussi été happé par les très bonnes séries, etc. Et peut-être que je serais devenu écrivain, parce que j'avais vu une super série,
Et vous serez dit, moi je vais écrire la suite, mais comme j'ai pas de caméra, comme je connais personne qui réalise des séries, bah, la série je vais l'écrire. Donc je pense que l'imaginaire, il n'est pas limité au livre. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est important, évidemment, les médiathèques. Pourquoi moi j'aime bien venir et défendre la lecture, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant, et donc il faut encore plus se battre pour les livres. Mais un enfant qui a de l'imaginaire, de toute façon, pour faire sortir son imaginaire, il n'y a que le livre. À 15 ans, ou à 10 ans, ou même à 20 ans, c'est rare effectivement d'avoir l'occasion d'utiliser un autre support que l'écriture, que simplement son stylo, sa page blanche ou son ordinateur pour mettre tout ce qui nous passe par la tête. Donc moi je pense, voilà, la lecture, il faut se bagarrer, mais par contre l'écriture, elle sera toujours là, quelque part, ça sera toujours le premier support de la créativité. Avec vos livres, on voyage beaucoup. Vous allez voir apparaître une petite map monde au-dessus. Oh la vache. Vous avez commencé par nous faire voyager dans le territoire français. Et ça, il faut le garder, ça. Donc là, il faut l'envoyer, parce que ça, c'est un truc. Ça a été fait par l'un de nos collègues. C'est classe. Donc vous nous avez emmenés dans le monde entier. Et je n'ai jamais vu ça, c'est fort. Ça, c'est tous les lieux qu'on va trouver dans vos romans. Dans tous mes romans. Dans tous vos romans. Ah, quand même. Oui. Du coup, votre étonnement. Non, c'est ça, je pense que c'est... Ah oui, c'est en plus, c'est... oui, d'accord, impressionnant. Et oui, on n'a pas pu tout mettre en Normandie, parce que dans les premiers, ça se passe effectivement en Normandie. Donc pour avoir une géographie précise de la Normandie, je vous recommande les premiers livres de Michel Bussy. Est-ce que c'est votre formation de géographe qui vous a poussé à être aussi précis sur les situations et sur les lieux dans vos romans ? Alors, moi, je dirais que c'est un petit peu comme la première réponse. C'est-à-dire que je pense que si je suis devenu géographe, c'est parce que j'avais envie de voyager, parce que tout petit, j'aimais bien les cartes, ce genre de choses. Voilà, les cartes, les atlas, les lieux inconnus, voilà, les montagnes, les mers, enfin voilà, les cartes au trésor. Enfin, c'est vrai que j'étais assez fasciné par tout ça, par ces mystères-là. Et donc, là, comme je ne voyageais pas non plus beaucoup, ou pas du tout, en fait, voilà, je regardais les cartes, je rêvais, et puis les bouquins comme Jules Verne, Jack London, Kipling ou plein d'autres, je lisais ça pour voyager. Et c'est sans doute donc ce goût-là qui m'a donné envie de devenir géographe pour voyager. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé en étant géographe. Et sans doute que quand j'ai écrit mes premiers livres, spontanément, je me suis dit les lieux doivent avoir de l'importance, parce que ce qui, pour moi, était important dans mes livres, c'était que le lecteur voyage à travers mon livre. En tout cas, que le lecteur soit en immersion dans mon livre. Par exemple, le premier roman que j'ai écrit, c'était Gravé dans le sable, qui se passait sur les plages du débarquement en Normandie. Et tout de suite, je me suis dit, je suis normand, je connais ces plages du débarquement, et ce que je veux, c'est que le lecteur, qu'il connaisse ces plages ou qu'il ne les connaisse pas, il ait vraiment l'impression d'y être, quoi. Sur les premières scènes, il est avec les GI quand ils sautent des péniches et qui se font mitrailler par les Allemands. Et puis les scènes d'après, il est dans ce village normand, encore fumant parce qu'il a été bombardé. Voilà. Et puis 20 ans après, il est sur ces plages où on a commencé à oublier la guerre, mais évidemment, on ne peut pas oublier un événement comme le débarquement, mais bon, les gens ont continué de vivre. Donc ça, je voulais vraiment que les gens ressentent le lieu. Et alors ça, c'était à la fois... peut-être évidemment le fait d'être géographe, mais aussi parce que je suis devenu géographe, parce que j'avais envie de ça. J'avais envie, pour moi, la lecture, ça nous emmène. Et c'est vrai que sur mes derniers romans, on part aux îles Marquises, on part à La Réunion. Bon, voilà, les îles Marquises, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, même en France, qui ont eu la chance de les visiter. Bon, quand j'écris un livre sur les Redoutés qui se passait sur les îles Marquises, j'étais assez fier d'emmener les lecteurs dans un lieu... très étonnant, peu connu, mais que beaucoup de gens, évidemment, n'auront jamais la chance de connaître. En plus, il est sorti pendant le confinement. C'est le livre grand format qui s'était le plus vendu pendant le confinement. Et c'était sans doute pas un hasard, voilà, que les gens, pendant le confinement, le premier, le confinement dur, aient envie de se retrouver aux îles Marquises, quoi. C'était évidemment une façon quand même de s'évader. Et donc, pour moi, la lecture, c'est vraiment ça, le moteur premier, c'est l'évasion. On est dans son lit, on est dans son canapé, on est sur une chaise, mais on part ailleurs, quoi. Il y a toute la mécanique du cerveau qui se met en route et on part ailleurs, quoi.
Et les lieux ne sont pas seulement là pour donner une indication géographique, vous les ancrez aussi avec des événements historiques. Vous parlez d'Au Soleil redouté, ça vous donne aussi l'occasion de parler des essais nucléaires. C'est la même chose pour le roman dont on va parler tout à l'heure, Nouvelle Babel. Vous abordez le sujet, la thématique du réchauffement climatique. Oui, bah c'est vrai que j'essaie toujours de choisir des lieux qui ont quelque chose à dire, qui ont une ambiguïté. C'est comme quand vous créez des personnages. Les personnages, il ne faut pas qu'ils soient trop lisses, trop monocorde. Donc, du coup, les lieux, bah, j'essaie de trouver des lieux qui ne soient pas des lieux, qui soient juste des cartes postales, où on se contente de décrire un coucher de soleil magnifique, ou voilà, parce que sinon, voilà, ça va marcher une fois, mais ça ne va pas passionner les lecteurs pendant des centaines de pages. Donc il faut que ce soit des lieux qui aient des aspérités, qui aient des ambiguïtés. Quand je choisis la Corse, moi bon, je suis un peu corse vu ci, voilà, je me dis la Corse, il y a à la fois le côté paradisiaque, le côté vacances, le côté paysage magnifique, et puis il y a le côté maquis, puis il y a le côté inquiétant, et puis il y a le côté culture. Enfin voilà, donc il y a plusieurs couches qu'on peut utiliser. Quand j'utilise les marquises, bah, c'est pareil. Les marquises, à la fois, ça peut faire rêver, puis à la fois, c'est un des pays, sans doute, des lieux de France les plus sauvages, avec une histoire culturelle. On peut même parler d'ethnocide. Hein. Ils étaient plus de 50 000 avant que les Européens arrivent, donc les Français arrivent. Ils ont fini un siècle plus tard, ils étaient 2000. Donc, bon, vous voyez. Donc voilà, donc on peut parler de ces choses-là, mais ça donne aussi au lieu une identité particulière. Donc oui, j'aime bien. Et puis le fait d'être géographe, peut-être que j'ai appris à poser ma caméra pour me dire tiens, c'est comme ça que je vais étonner les gens ou comme ça que je vais les intriguer parce qu'ils vont pas s'attendre à ce que je présente ce lieu-là de cette façon-là. Donc oui, c'est aussi un travail là-dessus pour à la fois utiliser des choses que les gens connaissent, les fantasmes, les choses attendues, pas attendues. Donc voilà. Et puis bon, il faut essayer d'instruire, en tout cas que les gens aient le sentiment d'apprendre des choses, mais sans s'en rendre compte, sans jamais faire mon prof de géo. Là, sinon, j'écrirais un guide du routard enfin, j'ai écrit des choses de géo très sérieuses, hein, mais j'en ai vendu 50, quoi. Donc, si je veux vendre des livres, il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on leur fait un cours de géo, même si on le fait de façon déguisée. Puis peut-être la chose qu'on n'a pas l'habitude de dire, c'est que pour bien réussir une description ou de faire entrer les gens dans un lieu, il faut évidemment décrire des choses qui se voient, mais il faut aussi décrire tout ce qui ne se voit pas. Et ça, souvent, si on n'est pas géographe, on ne le sait pas. Moi, souvent, je vais dans les lieux, mais je lis aussi beaucoup de livres sur ces lieux, parce que vous avez des historiens qui racontent des choses, et l'histoire, ça ne se voit pas forcément. Il y a des sociologues qui vont raconter comment ça se passe dans les familles, mais ça, vous ne le voyez pas forcément. Ça peut être des choses politiques qui ne se voient pas forcément. Donc, il y a plein de choses invisibles, en fait, dans les lieux, et pour les comprendre, il faut pas seulement voir et écouter, il faut aussi étudier, se renseigner. Et ça, souvent, on a tendance un peu à l'oublier. Par exemple, si j'avais à parler de Béziers ou de l'Occitanie ou de la Catalogne, il y a des choses qu'on peut voir, et il y a des choses qu'on peut discuter avec les gens, puis il y a des choses qui sont sans doute comme ça, des ambiances sur lesquelles il faut des gens ont travaillé, des gens ont théorisé, tout ça, quoi. Donc évidemment, c'est forcément un gros travail, mais qui est super agréable pour ensuite avoir. Puis après, vous avez toujours la double évaluation. Hein. Vous avez l'évaluation des lecteurs qui ne connaissent pas du tout le lieu. Vous dites ah, c'est super, je suis parti à La Réunion, je suis parti en Corse, et tout, c'était super. J'ai l'impression d'y être, mais en fait, ils n'ont jamais été. Mais vous avez quand vous écrivez sur la Corse, vous avez les Corses, quoi. Donc, et puis généralement, vous allez signer en Corse. Donc, si vous racontez que des trucs qui vont pas, vous ressortez pas vivant, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi c'est ça le jugement, évidemment, généralement, c'est quand vous écrivez sur un lieu, les gens qui sont sur place, vous font pas de cadeaux, ils vont vous dire franchement s'ils se sont reconnus dans ce que vous avez écrit ou pas. Et quand on choisit des lieux comme des îles qui sont très, comment dire, les gens ont vraiment une identité très forte, ils vous attendent au tournant forcément. Voilà, donc du coup il y a une responsabilité, il faut aussi faire relire, voilà. Et là, vous nous transportez, donc vous avez sorti Nouvelle Babel en début d'année, qui est un roman qui se passe en 2097. 3 retraités sont assassinés sur une île. C'est normalement impossible, puisque milieu ultra sécurisé, il n'y a plus de frontières, il y a un seul pays, et on se déplace en se téléportant.
on ne vous attendait pas du tout dessus, mais c'est votre arrivée dans le genre du roman d'anticipation. Pourquoi ce choix ? Alors, parce que déjà, c'est un genre que moi j'aime beaucoup. En tant que lecteur, j'aime beaucoup la science-fiction, l'anticipation. J'aime beaucoup alors, à la fois les classiques de la littérature dans ce genre-là, mais aussi beaucoup de bandes dessinées aussi, qui a évidemment beaucoup traité la SF, la science-fiction. Donc depuis toujours, depuis ado, je m'étais dit, j'ai aussi envie d'écrire un roman d'anticipation ou un roman de science-fiction, mais à ma façon, qui est plutôt dans l'angle des fables, on va dire des fables d'anticipation, plutôt que de la pure science-fiction qui consisterait à inventer un monde en 10 tomes, etc. Et donc on dit parfois des space opéras. Enfin, voilà. Moi, j'étais plutôt sur une fable politique qui se passerait dans le futur. Donc j'avais plutôt cette côté envie-là. Orwell et... Oui, plus côté Orwell ou Bradbury ou Wells, Barjavel. Barjavel par exemple, oui, complètement. Et donc voilà, donc très tôt j'ai eu envie d'écrire ça, de me dire voilà, j'adorerais écrire ça. Et puis très tôt j'ai eu cette idée d'un monde où on pourrait se téléporter. Alors la téléportation, ça fait partie des classiques des inventions futures, quand on demande aux gens quel serait le pouvoir magique que vous voudriez avoir, ou le pouvoir sur... Bon, il y a beaucoup de gens qui répondent la téléportation, c'est vrai que ça serait quand même assez commode. Et donc très tôt, je me suis dit, tiens, si on inventait un monde où on a inventé la téléportation humaine, bon, après, je vous rassure, dans ce livre-là, il n'y a pas de considération sur la physique quantique, sur est-ce que c'est possible, pas possible, etc. Je considère qu'on a fait des progrès, que la téléportation s'est développée progressivement. D'ailleurs, elle a commencé, je dis que c'est en 2097, c'est le centenaire de la téléportation, parce que les premières expériences réussies ont eu lieu en 1997. On a juste téléporté des photons, donc voilà, on n'a pas téléporté des gens ou des souris encore. Voilà. Donc voilà. Et donc, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait un monde où on pourrait se téléporter ? Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est un peu le côté géographe, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce que ça changerait ? Et par exemple, je suis parti d'un premier point qui me semblait évident, c'est que si on pouvait se téléporter, il n'y aurait plus besoin de villes. Parce que les villes, c'est réduire la distance, c'est tous essayer d'habiter au même endroit pour pouvoir avoir son travail, sa maison, ses amis, aller au stade de foot, au cinéma, bon voilà, à une médiathèque. Bon, donc on essaye de tout mettre au même endroit. C'est ça le principe des villes. Donc voilà, puis finalement elles sont tellement encombrées qu'on se déplace encore moins vite parce que voilà, tout le monde habite au même endroit. Mais c'est le principe des villes. Donc s'il n'y a plus de distance, il n'y a plus besoin de villes. Donc en fait c'était un livre de science-fiction. Je décris un futur où finalement il n'y a plus de villes. Il n'y a pas de voitures qui volent, il n'y a pas des immeubles qui touchent le ciel. Les gens habitent où ils veulent. Et puis si on a le choix d'habiter, autant habiter à la campagne, tranquille, plutôt que d'habiter un appartement centre-ville, puisque de toute façon, on n'a pas. Donc voilà, donc c'est parti d'une idée comme ça. Et là, je commence à voir un monde assez rigolo. Voilà. Et puis après, il y a toutes les applications possibles dans la vie de tous les jours. Est-ce que les enfants vont pas être encore plus dissipés parce qu'ils peuvent se téléporter comme ils veulent Il y a des passages très drôles dans oui, le livre. j'ai voulu faire ça. Il Il y a des choses. Donc voilà. Donc j'ai inventé mon monde et puis après j'ai bâti vraiment une structure, une intrigue policière complète pour que ça se lise comme un roman policier, pour qu'on ait des crimes, des policiers, des courses-poursuites. Donc je voulais surtout pas que ce soit un roman qui soit juste une fiction politique, que ce soit vraiment un roman policier à fond. Mais dans ce monde où on se téléporterait. Donc voilà, tu me dis, c'est rigolo. Voilà, évidemment, quand vous courez après un assassin, vous pouvez avoir une poursuite de voiture, vous pouvez avoir une poursuite dans la rue. Mais là, s'ils peuvent se téléporter, c'est une poursuite qui se passe sur la Terre entière. Donc je l'ai aussi imaginé un peu visuellement, comme un film où voilà, on pourrait passer de Rio de Janeiro à Samarcande en passant par... c'est parti la carte. Enfin, vous avez lié la carte. Voilà. On peut se déplacer dans la Terre entière. Donc c'est ça qui m'a amusé visuellement. Et c'est vrai que c'est un roman où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de romans où on voyage autant. Ou en tout cas, on saute aussi vite d'un lieu à l'autre. Non, je vous le Là, confirme. on peut jouer à saute-mouton. Bon, je peux dire un truc, par exemple, c'est le tout début pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je ne dévoile pas trop parce que c'est au tout début. Par exemple, on a notre commandant qui est Artem Akinis, qui est le super flic, voilà. Et donc, avant que l'alerte soit donnée des premiers meurtres, il se réveille chez lui et puis bon, comme il entretient sa forme, il fait son jogging tous les matins, mais au lieu de faire son jogging autour de son pâté de maison,
Il a un petit logiciel, une petite application qui lui dit tous les endroits où il peut faire le jogging du monde. Donc il a le choix entre la Cordillère des Andes, la Nouvelle-Zélande, la Sibérie, enfin voilà. Puis on lui dit combien il y a de monde, quel temps il fait, si voilà, là il y a déjà 15 personnes, ah, c'est un peu beaucoup, je vais aller ailleurs. Bon voilà, donc il peut choisir jusqu'au dernier moment, tiens là il y a un troupeau de lamas, c'est plutôt sympa. Bon, voilà. Donc il peut se téléporter. Donc je trouvais ça assez amusant de se dire, tiens, toutes les applications qu'on pourrait avoir si on avait le monde à sa disposition. Puis bien entendu, ça peut apparaître génial, mais il y a plein d'inconvénients qui vont apparaître, évidemment, parce qu'une telle société, c'est pareil, ça deviendrait très vite... Enfin, il y a tout, évidemment, le revers de la médaille, parce que... comment dire ? Bah oui, quand on a tout à portée de main, forcément, on perd certaines envies. C'est un roman, on pourra peut-être en parler, hein, évidemment, sur l'identité territoriale, puisque j'imagine qu'il n'y a plus qu'une seule langue qui est parlée dans le monde, j'imagine qu'il n'y a plus de frontières. Et qui n'est pas l'anglais. Et qui n'est pas l'anglais. Là, vous arrivez, vous parlez une seule langue s'il n'est plus l'anglais, un seul territoire, une seule religion. Il n'y a plus de religion, non, il n'y a plus de religion, en fait. Vous entendez aussi que c'est quand même, il y a des limites dans votre roman, c'est ce qu'on voit aussi, il y a des limites. Vous dites que c'est aussi un appauvrissement culturel, du coup, pour une certaine génération. Oui, parce qu'en fait, alors par exemple, je dis qu'on parle l'espagnol, parce que comme on peut se téléporter partout, en fait, les gens vont avoir quand même plutôt tendance à se téléporter au sud. Et moi, je viens de Normandie, mais je viens quand même à Béziers, quoi. Voilà, donc on a plutôt tendance quand on a le choix, à descendre vers le soleil. Donc spontanément, les gens sont quand même plus souvent téléportés là où il fait beau. Et donc, spontanément, c'est l'espagnol qui est devenu la langue la plus parlée, ce qui est assez logique, en fait. Hein. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres, des gens un peu sérieux qui ont étudié et qui ont dit que, voilà, que c'est assez logique que l'espagnol gagne à un moment donné. Donc, il y a cette idée-là, par exemple. Alors, effectivement, il n'y a plus de frontières parce que les gens se déplacent comme ils veulent. Donc, il n'y a plus de frontières. Et puis, il y a un truc qui est un peu une société de consommation, parce que c'est vrai que les gens consomment les lieux comme on consomme... voilà, donc il n'y a plus de religion, parce qu'en fait, les gens consomment les lieux de culte pour leur beauté, etc. Mais on a perdu effectivement une certaine spiritualité, où les identités collectives, les solidarités collectives ont diminué, puisque tout le monde peut être partout, tout le temps. Donc en fait, évidemment, c'est une métaphore de ce qu'on vit avec nos téléphones portables et les réseaux. C'est un monde qui, finalement, ne fonctionne plus que par réseau. C'est-à-dire que voilà, tout le monde est relié par réseau, mais voilà, c'est évidemment déjà un peu ce qu'on vit quand même. C'est qu'on vit de plus en plus avec des réseaux, et que parfois on ne connaît même pas ses voisins, mais on est relié en permanence, ou parfois, tout le monde, se vit de la palissade, donc je ne vais pas traîner là-dessus, mais on prend le bus, et évidemment tout le monde est sur son téléphone portable dans le bus, donc relié à des tas de gens partout sur la planète, etc., mais sans regarder à côté de qui on est assis dans le bus. Donc ça, évidemment, on maîtrise tous ce monde tel qu'il est en train de devenir, et mon roman, c'était aussi une espèce de façon d'imaginer, voilà, si on pousse à l'extrême, un monde où on serait tous presque en réseau. Voilà. Dans Nouvelle Babel, on retrouve donc Artem, qui est le commandant, Cléo, l'institutrice, et dès vos débuts, on a ce duo masculin-féminin. Il y a eu avec Claude Lupin, le professeur et l'étudiante. Il y a avec Au soleil redouté, Yann, le flic un peu paumé, et Maïma, l'adolescente. Est-ce que vous avez conscience de cette parité dans tous vos romans, de toujours un duo féminin-masculin ? Je ne pense pas que ce soit dans tous mes romans. Alors, moi j'ai un petit souci, c'est que je n'ai pas de héros récurrents. Donc, contrairement à d'autres camarades que je dénoncerai pas, mais qui sont quand même des feignants, puisqu'ils reprennent toujours le même enquêteur, donc du coup, ils sont tranquilles. Voilà, hop, voilà, hop. Moi, je fais l'effort, chaque fois, d'avoir des nouveaux personnages, nouveaux enquêteurs, donc vous noterez quand même. Voilà. Donc, plaisanterie mise à part, j'ai besoin à chaque fois de retrouver donc de nouveaux personnages, donc de nouveaux enquêteurs, comme pratiquement tous mes romans sont basés sur des enquêtes. Il y a toujours des enquêteurs, que ce soit des policiers ou pas des policiers d'ailleurs. Oui. Il y a des enquêteurs. Là, par exemple, on a un duo entre un journaliste et une institutrice. Et donc, il faut inventer assez souvent de nouveaux duos, ou voire des trios dans le cas de mes policiers-là. Mais bon, assez souvent, ce sont quand même des duos. Le duo permet évidemment d'avoir des dialogues, de faire un truc plus dynamique que si vous avez un enquêteur solitaire. Et du coup, alors, j'ai parfois des duos, effectivement, vous avez raison, hommes-femmes, mais pas toujours. Je sais pas, dans un truc plutôt joli, c'est 2 enquêteurs masculins. Enfin, il faudrait faire le truc, mais je suis pas sûr que j'ai
toujours des duos hommes-femmes. On arrive à trouver. On en a quand même, mais pas, je ne pense pas que ce soit aussi systématique. Et après, c'est vrai qu'assez souvent quand même pour le jeu pour le jeu du roman, c'est vrai que c'est parfois assez confortable d'avoir un homme et une femme et de jouer sur le dialogue, notamment s'il y a une intrigue amoureuse ou pas. Enfin bon, voilà. Après, parfois, il y a des choses qui relèvent aussi du code, et ça, j'adore. Par exemple, mon premier roman qui était Code Lupin, il y a un professeur avec son étudiante. Je joue le code d'Indiana Jones, le code ou même du Da Vinci Code, où on a le professeur savant, un peu imbu de lui-même, et puis finalement, c'est jamais lui qui va trouver la solution. Et puis on a l'étudiante qui écoute doctement le professeur, mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est elle la plus maligne, etc. Oui. Donc c'est effectivement aussi des codes qu'on retrouve dans la littérature, dans le cinéma. Et moi, parfois, je trouve ça très agréable de jouer aussi avec ces codes-là, que ce soit pour les tromper. Là, par exemple, dans Nouvelle Babel, il y a effectivement un journaliste très ambitieux qui apparaît comme une sorte de super-héros, etc. Bon, et sans trop révéler, évidemment, ça ne va pas être aussi simple que ça. Et il va aussi révéler des zones d'ombre. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir ne pas systématiquement jouer sur les deux héros classiques. Vous prenez tout particulièrement soin de vos personnages secondaires. Dans tous vos romans, vous les considérez comme essentiels au rouage de vos intrigues? Oui, alors ça c'est vrai, tout à fait vrai. Parce qu'en fait, comment je construis mes intrigues, c'est généralement je construis mon intrigue en ayant d'abord l'histoire, donc je commence par la fin, j'essaye d'avoir un début spectaculaire, une fin qui explique tout. Enfin, donc voilà, donc j'ai vraiment mon ossature d'intrigue. Du coup, l'ossature d'intrigue me donne mes personnages principaux qui sont finalement assez déterminé par l'intrigue. Je sais qui va être coupable, qui va pas être coupable, qui va mourir, qui va pas mourir, qui va tomber amoureux. Donc ça, c'est moi qui le décide. Et ils n'ont pas le choix, les pauvres. Hein. Voilà. Si un personnage lui dit, toi, tu vas mourir, il n'est pas content. Il me dit, t'es sûr, Michel et j'aimerais bien encore rester quelques chapitres. Je lui dis, non, ça c'est... Toi, tu meurs. Peut pas, c'est comme ça. Donc ces personnages-là, ils sont un peu liés à l'histoire, même si évidemment je les travaille. Et donc du coup, les personnages secondaires, c'est ceux qui sont pas complètement... si je les bouge un peu, ils vont pas faire écrouler tout le château de cartes. Donc je peux m'amuser un peu plus avec eux. Et c'est vrai que c'est souvent ces personnages secondaires qui sont les plus drôles, qui peuvent être les plus... parfois burlesques, les plus décalés. Puis moi, j'aime pas trop les romans policiers qui sont très premier degré, qui sont hyper thrillers, où il n'y a aucun humour, on est tous des personnages qui sont généralement très... alors soit vous avez le tueur en série, vous avez le flic solitaire, taciturne, etc. Donc personne rigole, ça c'est évidemment... Quand vous avez un tueur en série qui découpe des gens à la tronçonneuse, évidemment les gens n'ont pas envie de rigoler. Donc du coup, si vous commencez à faire des calembours, ça ne marche pas. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que mes romans jouent plus sur un côté... décalé. Donc j'utilise les personnages secondaires pour être drôle, pour avoir des caractères un petit peu... parfois faire des calembours, pour être un petit peu les personnages. C'est un peu comme Astérix Obélix, quoi. Astérix, il n'est pas super drôle, quoi. C'est Obélix qui est rigolo, quoi. Ou Tintin, il n'est pas drôle, c'est le capitaine Haddock qui est drôle, ou c'est Tournesol. Quand vous avez un héros, généralement le héros il est assez lisse, il est faut qu'il soit à peu près malin, intelligent, etc. Donc le héros il n'est pas drôle en fait. C'est ceux qui sont autour qui permettent de s'amuser, de mettre du sel, etc. Donc dans mes romans, c'est assez souvent ça. Voilà, mon couple de héros, par exemple, d'enquêteur, il est un peu déterminé par l'histoire. Puis autour, je mets effectivement j'essaye de m'amuser autour. Et c'est vrai que après, ça plaît ou ça plaît pas, mais moi, ça me... Comment dire ? J'aime bien vraiment créer des personnages un petit peu too much, qu'on croiserait pas dans la réalité, mais qui vont être amusants et du coup qui vont avoir des dialogues qui peuvent être poussés un petit peu à l'extrême, etc. Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, vous n'avez pas de héros récurrents dans les romans pour adultes. Par contre, vous avez une série, Néo, pour les adolescents, avec des héros récurrents. On en est, le 3e tome est sorti. Non, le 3e tome, il sort mi-juin. Ouais, mi-juin, oui. Oui, c'est vrai que ça aussi, ça fait partie des choses que j'avais vraiment envie d'écrire depuis tout petit. C'est une saga pour ados, parce que moi, j'en ai lu beaucoup, hein, évidemment,
Tolkien, les Harry Potter, les Narnia, enfin, etc. Enfin, j'étais un grand fan de ces sagas pour ados ou jeunes adultes. Et j'avais toujours rêvé d'en écrire une. Très vite aussi, j'ai eu une idée qui consistait à avoir un monde sans adultes, enfin un monde où tous les adultes auraient disparu suite à un cataclysme, et seuls ont survécu les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman au moment du cataclysme, du passage d'un nuage toxique. Donc tous les enfants sont nés évidemment en même temps, ont été élevés par les adultes qui avaient survécu avant qu'ils meurent. Donc finalement, à un moment donné, 10 ans après, il n'y a plus que des enfants qui ont tous le même âge et qui doivent reconstruire le monde. Et ils se retrouvent dans un Paris désert. Donc voilà. Donc ça avait cette idée-là. Et voilà, donc il y a déjà donc deux volumes qui sont sortis, deux tomes qui sont là. Le troisième, qui est un gros tome qui arrive en mi-juin. Et puis il y a le quatrième qui arrivera dans un an. Et les enfants, ils ont 12 ans au départ, puis après ils ont 14 ans dans le deuxième tome, ils auront 16 ans dans le tome qui va arriver là, et ils auront 18 ans dans le dernier tome. Enfin, le dernier tome, si c'est le dernier tome, enfin a priori, pour l'instant, j'ai construit mon histoire en 4 tomes. Et là, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ça, parce que là, c'est vrai, on peut se permettre de faire vieillir les personnages, en plus faire vieillir des enfants de 12 ans à 18 ans, évidemment, qui se transforment complètement, que les caractères, les histoires d'amour, les jalousies, l'héroïsme, tout ça, voilà, on peut le faire. Et puis, pour moi, c'était un petit peu ma mythologie à moi, quoi. C'est vraiment dans la saga pour ados, les personnages se comportent comme comme des héros, quoi. C'est de la bravoure, c'est de la trahison, et puis c'est un petit peu un Game of Thrones pour ados, c'est-à-dire évidemment. Ils ont le monde à se partager. Donc il y a les ambitieux qui veulent régner, il y a les démocrates, il y a ceux qui sont racistes, il y a ceux qui veulent imposer le pouvoir. Enfin, voilà, il y a ceux qui considèrent les autres comme inférieurs. Enfin, voilà, donc là, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités dans ce roman pour ados. Est-ce que vous les travaillez différemment, vos romans? La préparation de vos romans, est-ce que vous les travaillez différemment par rapport à vos romans adultes, ou vous restez sur le même, non, vraiment même pas. recherche? C'est vraiment spontané, c'est-à-dire que ils sont sans doute écrits un petit peu différemment pour respecter. Mais je pense que c'est plus l'histoire qui fait que c'est écrit différemment que vraiment parce que ça s'adresse à des ados. D'ailleurs, c'est comme les Harry Potter, par exemple. Hein. Ça s'adresse à des enfants ou des ados, mais il y a plein d'adultes, évidemment, qui ont lu Harry Potter avec plaisir. Donc, c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire qu'il y a heureusement plein d'adultes qui les ont lus avec plaisir. Et non, c'est pas travailler différemment. Je dirais que c'est les situations, comme je disais, qui sont un peu différentes. C'est-à-dire, comme vous êtes dans de la saga pour ados, les ados peuvent faire des choses extraordinaires, ont des caractères plus affirmés, peuvent se comporter de façon héroïque, qui ne serait pas rationnel pour un roman pour adultes. On va considérer que qu'on est dans une saga épique. Donc, quand on est dans une saga épique, tout devient extraordinaire, quoi. Quand ils se battent, tout ça. Donc, mais l'écriture en elle-même, évidemment, je fais attention à ce que ça ne soit pas trop compliqué pour des ados, mais à la limite, je fais la même démarche quand j'écris des romans adultes. Voilà. Et puis après, il y a une... Non, voilà. Ce que j'aime vraiment dans l'ado, c'est c'est vraiment là, pour le coup, tout pour l'histoire. C'est-à-dire que je ne fais pas mon crâneur. C'est-à-dire quand on écrit pour les adultes, même si on se dit c'est tout pour l'histoire, c'est pour le rythme, l'émotion, etc., il y a quand même des moments où, quand on est écrivain, on essaye de se faire plaisir un peu. On fait un peu son crâneur. On fait une petite phrase qu'on trouve un peu jolie, une petite aphorisme. Enfin, on fait un petit truc, on se dit, ah là, voilà, ça c'est juste, c'est cadeau, ça c'est juste comme ça. On se dit, bon, quand même, pour montrer qu'on sait un peu écrire ou qu'on a l'impression de savoir écrire. Bon, voilà, donc, voilà. Mais on sait bien qu'au fond, on n'aurait pas besoin, que l'histoire se suffirait elle-même et que c'est uniquement pour le beau geste, quoi. Et quand on écrit pour les ados, quelque part, spontanément, tout ça, ça disparaît, quoi. La jolie description qu'on va faire parce que pour qu'elle ait un petit côté littéraire, là je me relis, puis je dis ça, tu supprimes, ça sert à rien. Au contraire, ça détruit ton histoire. Là, l'histoire pour ados, c'est on est dans ce souffle pour ados. Il n'y a pas besoin d'aller montrer que tu sais écrire. Voilà. Il n'y a pas besoin. C'est pas ce que vous voulez, mais l'espèce de connivence quand on écrit pour les adultes, il y a quand même toujours une petite connivence avec le lecteur qu'on peut avoir, qui est de dire, vous êtes en train d'écrire un livre, donc je vais vous montrer de temps en temps que c'est bien écrit. Et vraiment, pour les ados, c'est bien écrit, mais il n'y a pas besoin de cette connivence-là. Enfin, je suis persuadé on est dans autre chose. On est dans une saga. Donc une saga, ça doit être épique, et ça doit avoir du souffle, c'est tout. Il n'y a pas d'autres règles. Tout ce qui nuit à cette idée de grand souffle d'aventure, il faut le supprimer.
c'est hors sujet. Alors que dans un roman pour adultes, on peut se permettre de faire une demi-page de description, on peut se permettre de faire une demi-page de quelque chose, parce qu'on est... je pense qu'un certain nombre d'adultes peuvent l'accepter. Ils peuvent se dire, oh là, il me gave un peu, j'ai envie que mon histoire commence, j'ai envie de savoir qui est le coupable. Bon, on vous dit, bon, allez, ça lui fait plaisir pendant une petite dizaine de lignes de nous faire un laïus sur sa vision politique des choses, ou de nous décrire très joliment voilà, le Kilimandjaro, l'Himalaya. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais voilà. Donc, sur les ados, il faut rester sur le souffle. Et donc, c'est très rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup aimé écrire comme ça, justement. Alors là, on va laisser un tout petit peu le domaine de l'écriture. On va juste écouter une petite bande. Comme un avion sans aile, n'oubliez jamais. On l'a trouvé plutôt jolie, Gigi. Laisse-moi un peu de toi. Les femmes sont lascives, au soleil redouté. Rien ne t'efface, je pense à toi. Même trouver une nouvelle Babel. Oui. C'est vrai, Stairway to Heaven, c'est quasiment la Babel. Voilà, et c'est votre premier roman où vous faites allusion à Muse et Led Zeppelin. D'habitude, vous êtes plutôt chanson française. Alors, quand on parle des livres de Michel Bussy, il y a un rapport aussi particulier à la musique. Vous compliquez la tâche aussi de votre éditeur. Vos titres de livres sont en rapport toujours avec la musique. Alors souvent, pas tous, mais quand même souvent. Surtout depuis Un avion sans aile, en fait. Par exemple, Nafé Anouar, c'est pas une chanson. Non, ça c'est vite. Voilà. Et Ne lâche pas ma main non plus. Enfin si, mais c'était vraiment pas voulu, c'est pas une chanson connue. Donc voilà, non, c'est venu un peu par hasard avec surtout Un avion sans aile, puisque la chanson de Charlie Lee Couture, Comme un avion sans aile, elle était vraiment dans le roman, elle joue un rôle dans le roman. Et donc, moi, j'avais envie de garder ce titre-là. Puis il y a eu toute une discussion avec l'éditeur. Et puis finalement, c'est arrêté sur Un avion sans aile, avec le jeu de mots E2LE. Et puis, bon, du coup, là, c'était quand même assez évident le lien avec une chanson. Et du coup, après, les choses sont venues un petit peu comme ça, par hasard. Et après, voilà, Maman à tort, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça rappelle une chanson. Et bon, après, il y avait des choses plus évidentes, comme on l'a trouvé plutôt jolie, qui était un récit qui parlait des migrants. Bon, voilà, c'est Lily de Pierre Perret, il y avait une forme d'évidence. Sur Le temps est assassin, qui est tiré de Mistral gagnant de Renaud. Là encore, je trouvais que c'était un joli titre, Le temps est assassin, mais aussi dans le roman, on retrouve cette notion-là de l'enfance et du temps qui passe. Bon. Donc voilà, donc après, je me suis amusé effectivement à essayer quand c'était possible, de trouver des titres ou des paroles de chansons. Voilà, donc je le fais pas systématiquement, puisque voilà, Nouvelle Babel, par exemple, ça ne l'est pas. Par contre, il y en a une qui a une histoire un peu particulière, celle avec Gauvin Cers, pour la chanson avec Gauvin Cers. Oui, parce que en fait, c'était pour J'ai dû rêver trop fort. Autre titre, on pourrait faire le quiz. Donc J'ai dû rêver trop fort, c'est tiré de quelle chanson? Ah. Alors, J'ai dû rêver trop fort. C'est Bachung, ouais, c'est Vertige de l'amour. C'est J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Voilà. Donc, c'est une histoire d'amour, en fait, c'est un roman policier, mais qui raconte une histoire d'amour. Et l'amoureux, donc Ilian, est un guitariste, et puis il compose une chanson qui est un fil conducteur dans le roman. Et je trouvais dommage que cette chanson, j'avais écrit les paroles, et on parle toujours d'une chanson, et que cette chanson n'existe pas, en fait. Elle existe que dans le roman. Et donc, j'ai proposé à mon éditeur l'idée de dire ça serait rigolo de faire la bande originale de ce livre. D'ailleurs, je crois que ça n'existait pas avant. Enfin, je n'ai pas retrouvé d'exemple de bande originale de livre. Dites, on pourrait faire la bande originale du livre en demandant à un chanteur de composer la musique. Et comme ça, la chanson existerait. Donc, on a demandé à Gauvin Cers, qu'on aimait bien, etc. Et il a accepté très gentiment de faire une très belle musique sur donc les paroles de la chanson du roman. Il l'a même mis dans son album, qui était l'album Les Oubliés. Et voilà, donc il l'a chanté un peu sur scène. Et voilà, donc c'était, moi je suis très fier parce que du coup on peut écouter cette chanson. Et c'est vrai que quand
quand on a lu le roman, cette chanson, enfin les paroles de cette chanson, évidemment, se comprennent différemment. Donc c'est ça qui est chouette aussi, c'est-à-dire qu'on peut écouter cette chanson, qui est une chanson d'amour, mais évidemment qui a un sens caché par rapport au roman. Alors, vous écrivez depuis 10 ans et vous en êtes déjà à 4 adaptations en bande dessinée. Comment se sont passées les collaborations et est-ce que c'est vous qui avez sollicité des illustrateurs? Qui est à l'origine, à l'initiative des projets? C'est une rencontre. Alors moi, j'aimais beaucoup la bande dessinée. Pareil, j'avais aussi pas mal d'envie de bande dessinée, d'idées de bande dessinée avant même d'écrire. Et il se trouve que sur Rouen, on a une équipe de BD-philes, de scénaristes, de dessinateurs assez, assez connus. Ils se rencontraient tous les mois, ils faisaient un repas. Donc j'ai été les rencontrer, on a discuté, on s'est bien entendu. Et ça a commencé avec Nymphéa Noire, en fait, qui était le roman le plus inadaptable. Donc c'est ça qui est bien avec la BD. C'est que, par exemple, pour le cinéma, Nymphéa Noire n'a jamais été adapté au cinéma. Pourtant, je n'ai pas énormément de réalisateurs qui l'ont eu entre les mains, qui l'ont lu et qui ont dit à chaque fois c'est inadaptable, on ne peut pas y aller. Voilà. Et les gens de la BD, Dupuis en l'occurrence, ils ont lu les romans, ils ont dit on attaque direct par Nymphéa Noire, on commence par le plus dur, parce que c'est ça qui va être le plus magique, c'est ça qui va être le plus... c'est ça le défi, quoi. Et donc voilà, donc je me suis tout de suite reconnu dans la BD en disant bah oui, vous avez raison, il faut prendre des risques, il faut s'amuser, il faut aller vers... Donc ça a commencé par Nymphéa Noire, qui est là, juste là, oui. qui est vraiment, j'ai eu la chance parce que Fred Duval est un super scénariste, Didier Casgrain est un super excellent dessinateur, ça a vraiment fait une BD qui a été traduite, qui a eu des prix, Didier Casgrain a même été nommé à l'équivalent en Amérique, l'équivalent des Oscars pour la BD, pour le dessin. Donc non, vraiment, c'était une belle aventure. Et puis après, on a fait Un avion sans aile, qui est aussi une très belle BD. Et puis il y en a plein qui vont arriver. Voilà, on l'a trouvé plutôt jolie, qui va être aussi très 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 belle, là, qui se passe en Afrique. Voilà. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est que moi, j'aime bien la BD. Je collabore assez aisément avec les gens de la BD. Même Néo, dont on a parlé, c'est adapté en BD. Et puis, il y a un côté très libre dans la BD, quoi. C'est-à-dire que vous êtes obligé de revenir au texte initial, très, très tendu. Hein, vous ne pouvez pas faire de longs discours. Et puis après, tout le reste, on le fait passer par le dessin et la situation. Et du coup, c'est un art de la concision, d'être direct, et c'est très... je trouve que c'est très agréable, justement, en termes de scénario. Puis, voilà, moi, j'ai toujours dit... comme je disais, j'ai à peu près commencé à lire dans les années 70, puis les années 70. Et je crois vraiment qu'à cette époque-là, la BD a presque tout inventé. Je pense que la BD, notamment la BD franco-belge, hein, que ce soit les Franquin, les Gaston Lagaffe, les Binet avec les Bidochon, les Gottlieb, les Fluides glaciales, tout ça, enfin, les Druillet, les Blueberry, enfin, je pense que la BD a vraiment tout inventé. Ils ont inventé l'humour, ils ont inventé la science-fiction, ils ont inventé le policier, enfin, ils ont inventé énormément de choses. Parce qu'il y avait beaucoup plus de liberté que dans le cinéma ou que dans la littérature à cette époque-là, puis qu'il n'y avait rien avant. Et donc, moi, je pense que c'est aussi le fruit. Donc, aujourd'hui, la BD commence à devenir adulte. Il y a beaucoup de gens qui la lisent, qui elle est plus aussi considérée que pour les ados attardés, comme ça a été longtemps le cas. Et donc, elle est devenue sérieuse, adulte, mais parce que je pense, voilà, il y a eu comme ça un âge d'or, il y a eu des pionniers qui ont, donc on l'a dit souvent, il y a énormément de choses au cinéma qui ont été pillées la BD ou piquer les idées de la BD pour, pour faire des choses qui évidemment ont touché un plus grand public, mais souvent c'est presque tous disent, on s'est inspiré de là, on sait, Star Wars a sans doute été inspiré en partie des BD de science-fiction franco-belge. Les nuls, enfin tout l'humour Canal+, on dit souvent qu'ils s'étaient inspirés des Gottlieb, etc. Enfin voilà, il y a eu je pense. Donc voilà, je suis un peu aussi un enfant de la BD et voilà, par exemple, je dis souvent, enfin, c'est pas pour ceux qui connaissent, mais Jean Van Damme, c'est pas forcément Jean Van Damme, un nom qui est très connu, mais pour moi c'est le meilleur scénariste des 60 dernières années. Alors Jean Van Damme, c'est 13, c'est Largo Winch, c'est Torgal, donc pour ceux qui c'est 3 des plus grandes séries de la BD
voilà, depuis les années 70. Et voilà, pour moi, c'est un génie pur du scénario, quoi. Je veux dire, il aurait été américain à Hollywood, et il aurait été l'équivalent d'un Spielberg. Ça, j'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire que, voilà, mais il a fait son art dans la BD, mais pour moi, c'est un maître absolu du scénario. Enfin, pour ceux qui aiment la BD, et la preuve, hein, c'est que au moins Largo Winch ou 13 sont maintenant des choses qui ont été reprises en film, en série, etc. Et voilà. Alors, ça fait déjà 3/4 d'heure que je passe Michel Bussy à la moulinette. Je veux bien partager. Je veux bien partager. Je ne sais pas si déjà dans le public, il y a des questions. Je vais aussi vous laisser le temps de pouvoir le rencontrer en dédicace. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? On peut en prendre 2 ou 3 si vous souhaitez. Oui, merci de nous rendre visite. Ben, Alors, moi, je reviens au livre « Un avion sans ailes ». Bon, c'est ma fille qui m'a fait découvrir votre roman. Et quand elle me l'a donné, elle m'a dit « Maman, tu vas avoir une surprise ». Effectivement, la surprise, vous avez domicilié un des grands-parents dans un petit village de Seine-et-Marne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. oui, Couvray. Couvray. Et je voudrais savoir comment vous avez découvert ce village, vous, le Normand. Eh ben, Alors, je dois vous avouer que je n'y ai jamais mis les pieds. alors je suis très étonnée parce que, bon, moi j'y ai vécu, on a fait construire à Couvray, j'y ai vécu 15 ans. Et effectivement, il y a des détails du village et tout. Donc, pour moi, vous connaissiez vraiment ce village. Alors c'est vrai, oui. Alors je l'ai choisi parce qu'en fait j'avais, alors pour Un avion sans ailes, c'était en fait, j'oppose 2 familles, une famille plutôt populaire qui habite Dieppe, qui vend des frites sur le front de mer, et une famille plutôt riche de grands capitaines d'industrie de tradition catholique qui habite plutôt une belle banlieue de Paris, et donc je l'ai mis au bord de la Marne, à Couvray. Et c'est vrai que j'ai détaillé le nom des rues, j'ai quand même regardé des photos, etc. Mais la propriété que je décris des 2 Carville n'existe pas, elle. Ce qui existe, c'est le chemin dans lequel ils vont. Ils longent le canal, la Marne, bon voilà, tout ça, il y a des pêcheurs et tout. Mais bon, je me suis documenté, j'ai quand même regardé. Mais alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a des choses qui sont vraies, parce que là, pour Couvray, j'ai essayé d'être le plus précis possible. Et généralement, c'est un peu ce que je disais, c'est quand vous êtes là, les gens ils reconnaissent, quoi. Ils se disent, ah, c'est super, je le reconnais. Alors que, parce que c'est vous, comme vous connaissez le village, qui faites le travail de compléter ce que je dis pas, quoi. Mais par contre, il y a des choses qui sont pas vraies. Par exemple, Couvray, je dis que mon héros, il sort en gros à Euro Disney, il prend le RER, et après il traverse un peu les champs, voilà, pour aller à pied jusqu'à Couvray. Or, quand j'ai été faire des rencontres là-bas, on m'a tout dit, non mais là c'est pas possible, ça marche pas, il peut pas le faire, ou il peut pas voir le château de la Belle au Bois dormant, là où il est, etc. Bon, ça marche pas. Et c'est vrai, je savais que ça marchait pas. Sauf que là, j'avais envie de tricher, parce que j'avais vraiment envie que mon héros, il débarque au milieu de ce qu'on appelle le Val d'Europe, donc avec Euro Disney, parce que je trouvais ça assez amusant, voilà, qu'il traverse comme ça un lieu un peu que tout le monde connaît un petit peu, et voilà. Donc parfois je triche et parfois je triche pas. Ouais. Non, mais quand je triche, c'est pour la bonne cause. Non, mais parce que pour évoquer ce petit village, il fallait que j'en choisisse un, voilà. Mais j'irai un jour à Couvray. Par contre, j'ai choisi sur photo et j'ai choisi le plus joli. Oui, et puis alors, il faut savoir que c'est le village natal de Louis Braille. Oui, ça, je le savais. Mais je ne l'ai pas mis dans le roman parce que je ne savais pas comment le caser. Là, pour le coup, là, j'aurais fait un peu mon prof en disant, voilà, ils arrivent à Couvray, entre parenthèses, village natal de Louis Braille. Bon, là, c'est typiquement le truc qui fait sortir de l'histoire. Je dis, mais pourquoi il nous dit ça? On s'en fiche, voilà. Il est quand même connu, peut-être plus par les étrangers que par les Français. Tout à fait. Mais c'était un très joli village, et j'ai justement choisi, au-delà de la blague, j'ai choisi ce village que je voulais un joli village très près de Paris où on comprend que les gens qui y habitent, ils habitent très tranquillement, ils peuvent avoir des gros moyens. Oui, moi maintenant avec Disneyland. On va passer à la deuxième question. Il y avait une deuxième question dans le... Oula, il commence à y avoir beaucoup. Je crois que monsieur avait... Oui. Ouais, la téléportation serait très utile dans ces cas-là. Petite téléportation. Oui, ce serait bien, là, vous êtes... Il va falloir l'appliquer. Bonsoir. Bonsoir. Dans La Fabrique à suspense, vous faites une métaphore avec la cave à vin. Vos idées sont comme dans une cave à vin.
et vous sortez les idées comme des bonnes bouteilles. Et je voulais savoir quelle était votre relation, c'est une métaphore au hasard, ou est-ce que le vin vous plaît, vous apporte des idées aussi? Bah oui, pratiquement tous mes romans, je les ai écrits avec 3 grammes, hein, donc, sinon il n'y aurait pas tout ça. Donc, non, alors la métaphore de la cave à vin, c'était quand même essentiellement pour expliquer que, voilà, comme je dis un petit peu, que souvent il y a des idées comme ça que j'ai depuis longtemps, que je laisse mûrir et que je sors à un moment donné parce que je considère que c'est le bon moment ou que l'histoire a suffisamment avancé dans ma tête pour que, voilà. Mais c'est vrai que là j'ai encore pas mal de bonnes bouteilles, enfin j'espère de bonnes bouteilles, en tout cas des bouteilles dans ma cave que je sortirai dans les mois, les années qui viennent. Après, mon rapport avec le vin, il est normal. Il est, voilà, en tant que géographe, voilà, par exemple, quand j'étais géographe, qu'on organisait des voyages d'études avec les étudiants annuels, bon, généralement, c'était quand même plutôt des régions viticoles qu'on allait visiter, voilà, parce que ça permettait, voilà, d'étudier un terroir, d'étudier plein de choses, et en plus voilà, de joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc j'aime le vin, mais c'est vrai qu'en Normandie, on essaye d'en cultiver un peu, mais voilà, il faut on peut le faire qu'en voyage, quoi, voilà. Alors, La Fabrique du suspense dont parlait monsieur est le premier livre d'une nouvelle collection où on rentre un peu dans votre intimité, dans votre tête par rapport à la démarche sur l'écriture, par rapport à la façon dont vous travaillez vos romans. Oui, c'était une commande dans les éditions Le Robert, hein, donc ceux qui font les dictionnaires. Et ils lancent une collection où ce qu'ils voulaient, c'est que des écrivains dans des genres assez différents donnent leurs secrets d'écriture. Il y avait ça, mais c'était comme l'idée de donner les secrets de l'écriture sous une forme littéraire, c'est-à-dire ils insistaient beaucoup pour, par exemple, qu'on donne des manuscrits ou qu'on donne des exemples de phrases, comment on a raturé, comment on va décrire telle scène, etc. Enfin, pour que ça reste quand même quelque chose de lié quand même à la langue, à la linguistique, etc. Donc voilà. Donc voilà. Donc moi, il se trouve que vous m'avez un peu appelé le roi du twist. Enfin voilà, on m'a dit parce qu'il y avait des retournements et que j'avais écrit des choses un petit peu sur, pour moi, ce qu'était l'art du retournement de situation ou pourquoi pour moi c'était vraiment un travail littéraire d'essayer de rouler le lecteur dans la farine ou de manipuler le lecteur. Je trouvais que c'était un art littéraire parce qu'on emploie certains mots, on emploie certaines techniques pour, comme le faisait Agatha Christie ou d'autres. Et j'avais envie de montrer que c'est un art littéraire. Et donc, du coup, quand les éditions Robert ont proposé ça à mon éditeur, je dis, voilà, on va aller là-dessus. Et voilà, donc après, pour moi, c'est pas un livre de recettes. Parce que quand on veut écrire, il ne faut surtout pas suivre les recettes. Donc c'est un livre qui est un témoignage de comment moi je fais, quelles sont mes convictions. Donc moi, ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, ce que je considère qu'il faut faire ou pas faire pour un bon livre. Mais par exemple, il y a Franck Tillier qui va écrire le sien là, qui sort au mai, je crois. Chaque auteur aura ses propres recettes. Et si dans la salle, il y a des gens qui veulent l'écrire ou qui écrivent, ils peuvent évidemment lire avec plaisir ces livres de recettes, mais c'est moins pour s'en inspirer que pour réfléchir à leurs propres recettes. Voilà, donc ça, je pense que c'est important, parce qu'on n'écrit pas en se disant, tiens, Michel Bussy, il a dit qu'il fallait commencer par comme ça, donc je vais commencer comme ça. Pierre, il a dit que dans le chapitre 2, il fallait qu'il y ait ça, puis il a dit qu'à la page 53, il fallait qu'il y ait ça. Bon, si vous écrivez comme ça, vous êtes absolument sûr voilà, il faut pas écouter les autres, il faut faire ce que vous avez envie. Et puis comme ça fait maintenant quand même 10-15 ans que je participe à des rencontres, qu'on me pose des questions, que j'essaie d'y répondre, à force, vous commencez à vous poser des questions en disant oui, c'est vrai, tiens, pourquoi j'ai des couples d'enquêteurs, pourquoi il y a un homme et une femme, pourquoi je fais ci, puis bon, vous y réfléchissez, puis après, du coup, ce livre, c'est aussi une façon de mettre un peu noir sur blanc des choses dans lesquelles j'ai essayé de trouver des réponses. Pourquoi, par exemple, je mets de l'humour dans mes romans, pourquoi l'enfance revient dans mes romans, enfin voilà, et du coup, est-ce qu'on peut mettre de l'humour dans un roman policier? Est-ce que, quelle peut être la place de l'enfance et de l'innocence dans un roman policier? Bon, des questions comme ça que je suis amené à me poser parce que je les ai fait un peu spontanément. Et après, voilà. Mais une nouvelle fois, c'est pas des recettes en tout cas, c'est des voilà. On va prendre une dernière question avant de passer aux dédicaces.
Bonsoir. Alors moi j'ai une question un petit peu basique qui est sur les titres. Alors il y a eu précédemment sur la musique, mais du coup j'ai eu la réponse. Mais sinon c'est un peu sur le concept de qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le titre ou l'histoire? Non, c'est jamais le titre, hein, c'est toujours l'histoire. Là, c'est plus facile que pour l'œuf et la poule. Pour moi, c'est jamais le titre qui vient en premier, vraiment pas. C'est toujours l'histoire. Et une fois que l'histoire prend place, je peux éventuellement commencer à réfléchir à un titre. Alors, au début, je n'avançais pas trop forcément vers un titre. Alors, je écrivais mon histoire en me disant on verra le titre après, où j'avais un titre provisoire mais qui n'était pas terrible. Et puis au début, j'étais peut-être pas non plus en position de force par rapport à mon éditeur, donc j'arrivais avec mon manuscrit, mon titre, puis il me dit le manuscrit super, par contre le titre, il faut qu'on en change, parce que ça va pas du tout. Au début, j'étais chez un éditeur régional, il me dit bah oui, c'est bien, mais il faut qu'il y ait Normandie dans le titre, parce que sinon ça va pas se vendre. Donc il faut que ce soit, je sais pas, Mourir sur scène, entre parenthèses, polar de l'Armada de Rouen. Enfin voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui rappelle la Normandie dans le titre. Bon voilà. Donc, et puis bon, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin enfin, je peux plus facilement imposer mon titre ou en tout cas peser pour que, par exemple, sur Un avion sans ailes, ça a failli s'appeler, je crois, la miraculée du Mont Terrible ou la survivante du Mont Terrible, un truc comme ça, quoi. Et là, ils m'ont tous dit, les commerciaux sont tous à fond, ils adorent le miraculé du Mont Terrible, ça va être super, etc. Et moi, je n'aimais pas du tout, je trouvais ça vraiment nul. Et heureusement, dans la maison d'édition, j'ai eu des appuis qui m'ont dit non, mais là, miraculé du Mont Terrible, on n'aura aucune critique, ça fait trop terroir, ça fait trop le dernier saboté de Lorraine, la dernière dentelière d'Alençon, enfin voilà. Donc, voilà, donc, bon voilà, il y a une espèce de discussion, hein, et puis bon, ils ont bien vu que je n'étais pas trop content, donc on est reparti sur Un avion sans ailes, quoi. Mais voilà. Mais bon, voilà, début. Et pareil, Ne lâche pas ma main, par exemple, c'est un titre que j'aime pas trop. Je trouve que c'est un peu banal. Au départ, ça devait s'appeler. Moi, j'ai des titres comme Zanal, qui est le nom du cannabis à La Réunion. Et puis, bon, mon éditeur s'est dit cannabis, un titre avec. Bon, voilà. Donc moi, maintenant, je pense que voilà, c'est plus facile. Et puis, donc, du coup, ce qui est génial, enfin, ce qui est le plus pratique, c'est d'avoir très vite un titre après. C'est-à-dire que, parce qu'après, j'écris le roman aussi autour du titre. Par exemple, Nouvelle Babel, quand le titre est venu, c'était, je sais pas, j'avais peut-être écrit un tiers du bouquin. Après, je me suis dit, bah voilà, donc du coup, le titre, voilà, je vais aussi tisser le roman pour que le titre devienne une évidence quand on l'a lu. Donc voilà, donc c'est plus pratique dans ce sens-là. Mais parfois, vous pouvez vous planter. Par exemple, un scoop, le prochain roman qui devrait sortir dans un an, à peu près, qui est à peu près prêt, qui a un titre, et ben je pense qu'on ne va pas garder le titre. J'avais un titre que j'aimais à peu près bien, mais pas plus que ça. Et puis, en le testant, j'ai bien senti que c'était pas l'enthousiasme fou. Et donc, j'ai continué à cogiter. Je pense que j'ai trouvé un titre mieux. Voilà, et je pense que mon éditeur me suivra. Enfin, voilà, mais, voilà. Donc là, c'est un cas inverse de roman qui a été écrit il y a quelques temps. Et vraisemblablement, on va changer de titre, quoi. Voilà. Mais bah non, bien sûr que non. C'est un titre de chanson, voilà. Mais quand même, voilà, connu. Voilà. Mais voilà, après, il n'y a pas de règle. Hein. Parfois, vous avez un titre, par exemple, D'un fait à noir. C'est imposé, mais presque dès la première ligne. C'est-à-dire, j'ai commencé à me dire, ça va être un polar qui va se passer à Giverny, et tout de suite, je me suis dit D'un fait à noir, quoi. Et personne ne l'a jamais discuté, quoi. Il y avait, enfin, c'est pas follement original, mais c'était aussi une évidence quand on lit le roman, quoi. Donc, il n'y avait pas photo. Ça presque dire que ça ne pouvait pas s'appeler autrement. Même si, je vous fais un scoop quand même, même si D'un fait à noir, la première version ne se passait pas forcément à Giverny. Elle se passait ailleurs, enfin c'était une espèce de scénario. Et le titre, c'était un titre de chanson, donc bien avant elle. Ça s'appelait Le cher visage de mon passé. Et là aussi, qui est tiré de quelle chanson alors ça ? Le cher visage de mon passé. Le cher visage de mon passé. Ah, j'ai entendu Charles Trenet, c'est pas mal. J'aime bien refaire mon prof de temps en temps, comme quand je donne envie de... Alors, non, c'est pas Douce France. Alors, il faut que je chante, ça ne va pas être facile, ça. Un petit village, un grand clocher, un paysage.
Et dans un nuage, le cerf-visage de mon passé. Ouais. Non, c'était Charles Trenet. Hein, ouais. C'est que reste-t-il de nos amours? Voilà. Et je crois que c'était, je peux le ressortir un jour, hein, ce titre-là, vous inquiétez pas, le cerf-visage de mon passé. Voilà. Donc, Michel Bussy, merci. Merci d'avoir beaucoup. accepté de passer cette heure avec nous. Je vous invite à rejoindre la librairie Clarton en la présence de Myriam sur la passerelle pour les personnes qui souhaitent se faire dédicacer leur livre par Michel Bussy. Et merci d'avoir fait le déplacement ce soir pour passer l'heure avec nous. Merci beaucoup. Et puis merci à tous, que vous avez quand même une magnifique médiathèque. Ouais. On est rarement vu des aussi impressionnantes. Et donc, c'est formidable de découvrir ces lieux. Merci. Merci.